vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous intervenez. Enfin, je suppose que votre propos, là, c'est qu'on échange quand même. Hein, donc, j'aurai un propos sur une demi-heure à peu près, si vous voulez, puis après, on est dans des questions-réponses. Donc, j'ai toujours été, je suis encore plus interpellé aujourd'hui par l'importance qu'on accorde à cette dimension, à cette question qui tourne autour de la sédation. Pour moi, ça incarne complètement, ou ça illustre complètement cette espèce d'avatar de la maîtrise, du désir de maîtrise, la question de la sédation. Et je pense, alors, il ne s'agit pas pour moi de remettre en question, loin s'en faut, c'est tout le contraire d'ailleurs, tous les travaux en cours et à venir. Je viens d'être sollicité par la Haute Autorité de Santé pour présider un nouveau groupe de travail sur les médicaments de la sédation et leur utilisation, hein, en gros, un travail très pharmacologique, pharmacocinétique, etc. Mais je me dis qu'on en ait été arrivé à introduire dans la loi cette notion dans la loi en 2016 qui ouvre un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès dans des circonstances que vous connaissez, qui sont quand même bien spécifiées dans la loi, mais témoigne de quelque chose de plus large dans notre société. Ce désir de maîtriser ce qu'on ne maîtrisera jamais d'ailleurs, est à l'image d'une société qui survalorise l'action, la rentabilité, la maîtrise, le contrôle. Vous voyez bien aujourd'hui que les valeurs de référence dans notre société sont quand même plutôt certaines vies qui mériteraient d'être vécues plus que d'autres. On valorise quand même l'action, la rentabilité, la performance. Le mot de performance, hein. Je vous rappelle que le mot de performance nous vient quand même du monde bancaire. Il a atteint le monde hospitalier, l'institution, puis les hommes qui y travaillent. Hein. Il s'agit pour nous d'être maintenant performants, en n'imaginant pas, puisqu'on vient d'une auditionnée hier par le directeur de l'adresse et de la ministre de la Santé. Vous savez qu'il est question, entre autres, de réformer les systèmes de tarification à l'activité. Je vous en avais parlé lorsque je suis passé à SWAT l'autre jour. Mais ce que j'ai essayé de faire passer, et j'ai le sentiment que c'est passé, c'est le fait que si on veut valoriser des activités aujourd'hui, autres que des actes techniques et scientifiques, puisque c'est un peu ça, qu'on soit libéral ou qu'on soit particulièrement en milieu hospitalier aujourd'hui, la tarification à l'activité sous-entend que l'acte est un acte technique et indirectement la perversion de la tarification à l'activité est qu'elle nous incite à agir sans réfléchir, c'est-à-dire à faire des actes techniques. Et par exemple, je faisais remarquer à ce monsieur qui m'auditionnait que le fait de réfléchir n'est manifestement pas un acte, puisqu'il n'est pas valorisé. Et que le fait de ne pas valoriser le fait de réfléchir incite à ne pas réfléchir. Et que le fait de ne pas réfléchir, mais agir pour que ça soit rentable, conduit à provoquer ou à générer des situations insensées. J'y reviendrai tout à l'heure sur ce que la médecine elle-même génère comme situation qui pourrait nous amener, et qui nous amènera probablement, à faire évoluer la loi plus avant encore, en direction de l'euthanasie pour faire simple. Je ne vous donne pas mon opinion là-dessus, je dis simplement la perception que j'ai autour de tout ça. Et donc, ce qui va être réfléchi d'ici 2020, réforme profonde en 2020 des systèmes de tarification en même temps qu'une réforme profonde, j'espère, du système de santé, je reviendrai tout à l'heure. Il va y avoir une réflexion de fond sur ce que décider en situation complexe impose et mérite en termes de valorisation. C'est-à-dire que tout ce qui relève, par exemple, des processus délibératifs, ce qu'on appelle les procédures collégiales, je n'aime pas le mot de procédure, parce qu'on peut avoir très bien respecté une procédure et ne pas du tout être dans l'esprit de la réflexion. Mais, je préfère, et au titre du comité consultatif social d'éthique, dont je suis un membre, et d'un avis que j'avais sorti il y a quelques années, on préfère le terme de processus délibératif, hein, et interdisciplinaire. Aboutissent à des directives anticipées. On ne nous dit pas que pour que quelqu'un arrive à écrire, génère des situations que les philosophes qualifient d'apodictiques, insensées.
des situations de survie possibles. Je ne parle pas des caricatures que la presse... on parlera aussi du rôle pervers, puis on a parlé des médias, mais je parle de quelque chose qui est assez quotidien. Je voyais il y a quelques jours une dame assez jeune qui m'a été adressée par un collègue oncologue parce qu'elle veut arrêter le traitement qu'arrêter sa maladie. Elle vit, du fait des progrès de la médecine, avec une maladie cancéreuse métastasée mais arrêtée. Ce que la médecine lui promet aujourd'hui, avec l'immunothérapie en particulier, c'est que sa maladie n'évoluera plus. Or, cette dame, si c'est pour rester comme je suis, autant mourir. Elle est effectivement polymétastatique, algique, et la condition de l'antalgie est une certaine sédation et un peu atteinte au plan cognitif du fait d'une métastase cérébrale qui ne bouge pas. Cette dame a donc pris la décision d'arrêter les traitements qu'on lui donne et souhaiterait même qu'on la fasse mourir, tant sa vie lui apparaît insensée. C'est un exemple assez banal de ce qui est en train de se multiplier du fait des progrès de la médecine. Pourtant, quand on détricote cette histoire, quand on remonte l'histoire de cette dame avait dit, avait pensé, dit et écrit qu'elle ne voudrait pas être dans cette situation qui pour elle est une caractéristique du non-sens. Pour elle, il ne m'appartient pas, il ne nous appartient pas de projeter nos propres valeurs sur ce qui fonde le sens de la vie des autres. Cette dame avait écrit que perdre son indépendance fonctionnelle et plus encore son autonomie de décision était pour elle l'équivalent d'être mort. Et qu'elle souhaitait surtout que la médecine elle souhaitait vivre, cette dame, elle souhaitait que la médecine, du mieux qu'elle le pourrait, essaie d'inverser la tendance dans laquelle elle se sentait partir, mais que si la médecine avait l'honnêteté de lui dire qu'en l'état actuel des connaissances, elle savait qu'elle ne savait pas, eh bien, elle souhaitait non seulement qu'on ne fasse pas de traitement pour ne pas la conduire à être dans cet état qu'elle ne voulait pas avoir, mais qu'elle souhaitait plutôt mourir que vivre de cette manière-là. Mais qu'elle ne demandait rien à la médecine pour mourir, cette dame. Cette dame disait, je saurais arrêter de vivre par moi-même. Ça me regarde, cette affaire, ça ne regarde pas autrui. Elle ne militait pas, ce n'est pas une militante pour l'euthanasie, par exemple. Je vous dis cela parce que, de ce fait, aujourd'hui, et parce que de plus en plus de témoignages viennent s'accumuler sur le fait qu'il existe des situations, souvent favorisées, si ce n'est provoquées par la médecine elle-même, qui font penser, et parce qu'elles sont relayées par les médias, dont j'en parlerai après, en particulier, que la médecine est génératrice de souffrance. Et que la souffrance, et ceci est vrai, est assez dénuée de sens. Si ce n'est que, je ne veux pas plagier de nombreux philosophes qui ont dit que vivre était souffrir. Donc je crois qu'il faut que plutôt, et j'ai été très impressionné, alors je suis, donc, comme je vous disais, membre du comité consultatif national d'éthique, dont j'assure en ce moment la vice-présidence, et donc j'ai été chargé en particulier d'animer les débats dans le cadre des états généraux de la bioéthique. Et vous savez que les questions de fin de vie ont fait partie des débats, etc. Il y en a eu ici, je pense, puisque c'était des espaces de réflexion éthique qui étaient chargés d'animer, enfin, favoriser l'animation des débats. Moi, j'ai été impressionné, et d'ailleurs, ça ressort dans le rapport que nous avons mis avant-hier au gouvernement sur les débats publics. J'ai été impressionné, non pas de ce que l'on aurait aimé nous faire dire, ou que les gens disent, qu'en France, on est très majoritairement favorable à la question de l'euthanasie. Puisque des débats, il ressort qu'on est incapable de se mettre d'accord. Ouais.
qu'il y a quelque chose d'inconciliable, mais probablement c'est inconciliable, parce que ça renvoie à une conception même de la vie qui n'est pas conciliable. Et je pense qu'on doit admettre qu'il est possible qu'aujourd'hui on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des questions comme celle-ci. Mais ça fait longtemps qu'on le sait aussi. Ça. Mais ce qui ressort, et ça m'embête beaucoup plus, et je l'avais déjà senti lorsque je faisais partie de la mission qui avait été confiée à Didier Sicard il y a quelques années par le président de la République. Ce qui ressort, c'est une déliaison progressive des citoyens d'avec les acteurs de la santé. On se méfie plus qu'on ne se méfiait avant. On est beaucoup moins dans une confiance, on n'est plus dans une confiance aveugle dans ce que la médecine peut générer. Alors, ça croise un autre courant, celui-ci, c'est ce courant très mode de la valorisation de l'autonomie, qui se traduit dans les textes légaux par un renforcement des droits des personnes malades, qui est heureux d'une certaine manière, mais qui cache aussi toute une autre réalité. Quand vous lisez la loi, vous vous dites que l'autonomie, c'est pas compliqué, on est ou on n'est pas autonome. D'ailleurs, même la loi tant vénérée relative aux droits des malades et à la fin de vie de 2005, portée par Jean Leonetti, a, son corps défendant, contribué à cette vision très dichotomique de l'autonomie. Selon qu'on est ou pas en capacité d'exprimer sa volonté, selon qu'on est ou pas autonome. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais que je sache, moi, je pense que l'autonomie n'est jamais un absolu. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il est vraiment autonome. Je suis même persuadé que chacun d'entre nous pourrait dire qu'il a besoin des autres pour être autonome. Ce qui peut paraître une contradiction dans le mot, mais je suis persuadé que nous avons besoin des autres, et donc des autres dans une relation de confiance, je reviens à ce mot de confiance, pour pouvoir exercer une autonomie qui serait la sienne. Mais personne, il y a un rendez-vous qui a été fixé. Je vous parlais des états généraux de la bioéthique, la révision des lois de bioéthique, que le président de la République lui-même a souhaité élargir à de nouveaux champs qui ne sont pas uniquement la recherche sur l'embryon, la procréation médicalement assistée. Vous avez tout ce débat sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée à des couples de femmes homosexuelles ou à des femmes célibataires, le débat sur la grossesse pour autrui, etc., la recherche sur l'embryon. Non, le président de la République a dit qu'il y a des questions aussi de nature éthique dans le champ de la santé qui doivent aujourd'hui imposer qu'on réfléchisse au rapport ou pas à la loi. Alors il y a mis la fin de vie à nouveau, mais il a pensé à l'intelligence artificielle, qui fait que dans 10 ans, nous ne serons plus du tout dans le même monde. Moi j'ai été impressionné, j'ai auditionné des startups récemment qui fabriquent des outils d'intelligence artificielle. C'est quand même de nature à devoir nous impliquer. C'est toujours la même chose. Soit on laisse faire des informaticiens géniaux et on arrive à quelque chose qui pourrait être dramatique, soit on s'y intéresse de très près et on voit quels bénéfices on peut en tirer. En gros, tiens, je vous donne 2 exemples de ce qui m'a été montré. Il y a d'abord une start-up qui m'a montré un stéthoscope, non, un otoscope New Look. Ça va être fourni aux parents, alors pas gratuitement, mais ça évitera largement d'aller chez le médecin, puisque quand votre gamin braille et qu'il a un peu de fièvre, vous lui collez l'otoscope dans l'oreille, et qu'est-ce qu'il fait l'otoscope? Il vous sort l'ordonnance. Je l'ai vu, il vous sort l'ordonnance, il a analysé une image, en réalité, il a algorithmé les éléments qu'il a analysés, il en a déduit effectivement qu'il s'agissait par exemple d'une otite inflammatoire de nature virale, et cette start-up a travaillé là-dessus, a comparé une population de malades qui passaient par leur médecin à une population de malades, enfin de gamins à qui on a filé aux parents l'otoscope. La rentabilité, il n'y a pas de doute, c'est du côté de l'intelligence artificielle. Enfin, intelligence, mot étrange quand même, il n'y a pas plus con que l'intelligence artificielle, si je peux dire des choses comme ça, puisqu'on ne lui demande pas de penser, on lui demande de produire en mobilisant des données. Je vous dis cela parce que la deuxième start-up que j'ai rencontrée, c'était toujours sur l'analyse des données issues d'images. C'est une start-up qui nous dit demain, vous pouvez supprimer de la liste des spécialités médicales celle des radiologues. Puisque aujourd'hui, de fait, on analyse bien mieux que ne pourrait le faire un individu, fut-il médecin formé et compétent. Il y a aujourd'hui des compétences, etc. Enfin bref, vous savez aujourd'hui que les blocs opératoires sont envahis par des robots qui opèrent bien mieux aussi que les médecins. Alors ils sont encore un peu guidés, mais ils ne le seront bientôt plus. Enfin, bref,
vers quoi nous dirigeons-nous? Alors ça n'engage que moi, ce que je vous dis là, mais c'est au terme de ces rencontres et réflexions. Je pense que d'ici 10 ans, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que je crois que nous avons du pain sur la planche, nous particulièrement dans le champ que nous représentons. Demain, toute la part de la médecine algorithmable, c'est-à-dire 90% de ce que l'on fait aujourd'hui, va passer par l'intelligence artificielle. En gros, je crois même que, par exemple, le métier de médecin, et de médecin, toute spécialité confondue, hein, mais va se retrouver réduit à laisser ce qui le nourrit actuellement, la bobologie, les actes standardisés, normés, donc algorithmables, va devoir laisser la place à la machine. Par contre, comme le système produit des situations complexes, le médecin et la médecine va devoir aujourd'hui se concentrer sur les situations complexes. Ça, aujourd'hui, j'ai beaucoup insisté en audition en plein temps. Est-ce que vous sauriez vous démerder pour ce qui nous emmerde, nous, finalement? Nous, c'est pas le simple qui fait difficulté, c'est le difficile qui fait difficulté. Ce qu'on aimerait, c'est avoir de l'aide. Et c'est là qu'on pourrait qualifier l'intelligence artificielle d'intelligence. C'est si elle pouvait venir nous démerder dans les situations les plus complexes, où on sait qu'on ne sait pas. Ah ben, il dit, mais ça, par définition, on ne pourra jamais le faire, puisqu'on ne sait pas algorithmer ce qui n'est pas... Donc il va nous revenir de nous concentrer sur les situations singulières, sur les situations complexes. Notre job, notre métier de médecin, de soignant, qui s'occupe de gens qui vivent une situation à nul autre pareille, la leur fin de vie à eux, leur souffrance à eux. Hein. Donc nous allons devoir travailler là-dessus. Et je pense vraiment que nous avons intérêt à nous y préparer. Alors, sur le plan universitaire, en tout cas, c'est une évidence. Hein. Je rencontre le président de la conférence des doyens dans une réunion au ministère de la Recherche prochainement pour essayer... Alors, je pense que ce discours que je vous tiens va apparaître encore... Oui, d'accord. Les fantasmes de Régis Aubry, etc. Enfin, j'imagine qu'on va... parce que je vais rencontrer cette assemblée que je connais un petit peu, hein, de gens qui nous préparent au passé. Étonnamment. Hein. Ceux qui génèrent aujourd'hui la formation des médecins et des soignants le font comme si le passé allait être notre avenir. Mais l'avenir est un inconnu aujourd'hui qu'il nous faut investir auprès de ces instances dont je viens de vous parler, les start-up, tous ceux qui travaillent sur l'ingénierie moderne, etc., pour savoir de quoi se rappeler. Un professionnel, apprendre à parler, ça serait très probablement apprendre à écouter autrui, hein, dans les abysses de sa souffrance, qui peut jouer le rôle de pompe aspirante pour nous de temps en temps. Hein. C'est pour ça qu'on parle, pour combler le vide ou ne pas se laisser absorber par la souffrance d'autrui. Mais ça s'apprend, tout ça. En tout cas, ça doit s'apprendre. De la même manière, puisque nous allons être confrontés à des questions très centrées sur l'incertitude, et donc une nature éthique du questionnement. Vous voyez bien que mon propos dépasse l'objet des soins palliatifs et de la fin de vie. Et c'est pour ça que je pense que la médecine, enfin les soins palliatifs, on peut avoir un débat sur médecine ou pas, mais je parle des soins palliatifs, sont l'avenir de la médecine, si on veut bien défendre cela. Nous avons demain à apprendre à débattre. Nous sommes, et nous serons plus encore demain, confrontés à des situations où nous ne saurons pas ce qui est bon pour autrui. Je parle surtout des situations de plus en plus fréquentes où le principal intéressé ne peut pas donner son avis. Où on se demande si son avis est vraiment le sien. Il faut... Alors la loi qui vient partout est venue nous dire procédure collégiale. Quoi, hein, d'accord. Moi j'aurais préféré qu'une recommandation menée avec certains acteurs du champ de la philosophie nous apprennent à débattre. Ils disent comment, c'est pas simplement comment on peut vérifier qu'il y a eu une procédure collégiale, c'est comment on va là où on sait qu'on ne sait pas, comment on construit sa propre opinion argumentée, comment on la confronte à celle, moi qui suis médecin, d'une aide-soignante, qui ne voit pas la même chose que je vois, pourtant c'est le même objet dont nous parlons. Pourquoi l'opinion de l'aide-soignante a autant de valeur de la mienne, sachant qu'il ne peut pas y avoir de hiérarchie quand on sait qu'on ne sait pas? C'est la dimension de l'éthique. Pourquoi, in fine, ce que je pense devrait, parce que je suis médecin, devrait s'imposer à ce que quelqu'un qui est hiérarchiquement en dessous de moi... devrait s'imposer, mais
Donc comment je peux apprendre à changer d'avis? Comment je peux apprendre à me laisser convaincre, à condition que celui qui me convainc a des arguments et les exprime? Donc comment apprendre à se parler collectivement? Comment apprendre en interdisciplinarité pour pouvoir travailler en interdisciplinarité? On est aux antipodes de notre système actuel où, je vous rappelle, on apprend en monodisciplinarité, en tuyau d'or, pour ensuite espérer qu'on puisse travailler ensemble. D'où c'est venu cette idée qu'il fallait apprendre séparément pour pouvoir ensuite se retrouver? Ça n'a pas de sens, ces questions. Bref, pour moi, il n'en reste pas moins vrai que notre système de formation doit changer et que notre système de santé va changer. Et que donc il va falloir valoriser ces nouvelles compétences dont je parlais tout à l'heure. Je reviens quand même à une réalité parce que l'angélisme de mon propos s'arrête maintenant. C'est-à-dire que même si le mouvement auquel vous participez, auquel nous concourons, contribuera à redonner un peu de vertu, en quelque sorte, à ce que soigner veut dire, parce que c'est bien de ça qu'on parle. Qu'est-ce que soigner? Ça n'est pas que traiter. Ça n'est pas faire au seul motif qu'on sait faire. C'est savoir ne pas faire. Il n'en reste pas moins vrai que le système ne va pas du jour au lendemain parce que d'un seul coup on a pensé qu'il fallait changer un peu le système de formation et l'organisation du système. On va continuer, notre système va continuer à produire des situations de survie ou de vie vraiment problématiques. Je vous en parle parce que je suis en charge au titre du CCNE, alors après avoir contribué à l'écriture du rapport que vous pouvez télécharger sur le site du CCNE, des débats publics qu'il y a eu, entre autres sur les questions de fin de vie, vraiment le champ était beaucoup plus large. Je suis en charge, cette fois, de participer à l'avis du CCNE, c'est-à-dire un positionnement du comité consultatif social et éthique sur des questions qui ont fait débat, dont la famille. Et j'ai exhumé l'avis 63 du CCNE qui avait été produit en 2000, dans lequel était proposé, en la nommant très mal, la notion d'exception d'euthanasie. Je me rappelle parce qu'à cette époque-là, moi j'avais réagi assez violemment d'ailleurs, je crois au titre de la vice-présidence de la STAP que j'avais à l'époque. Mais du coup, quand je regarde en arrière, je me dis que plus je vieillis, moins je suis sûr de moi. Plus j'avance en âge, moins j'ai de certitude. Parce qu'à l'époque, je m'étais assez enflammé contre ce terme-là. Puis me voilà aujourd'hui en train de l'exhumer en me disant, mais il y avait peut-être dessous le mot, parce que le mot n'est pas bon, quelque chose qui est réel. Et que j'avais déjà contribué à proposer dans l'avis 121, cette fois, en 2013. C'est-à-dire que s'il est des situations exceptionnelles, je ne parle pas d'euthanasie ou d'exception d'euthanasie, s'il est des situations exceptionnelles, et il en est de mon point de vue, on peut en discuter, où il apparaît au terme d'une délibération collective que transgresser la loi serait plus éthique que la respecter. Si je ne suis pas clair, vous me le dites. S'il apparaît que quand de telles situations, transgresser serait préférable à respecter, eh bien il faut transgresser. Mais il faut transgresser en toute transparence et en toute lisibilité extérieure et traçabilité. Parce que le fait de ne pas parler pour pouvoir transgresser ouvre la porte à toutes les permissibles. Donc, très probablement, alors je vous livre quelque chose qui n'est encore pas, même pas discuté au sein du CCNE, mais que je vais proposer à la discussion, c'est reprendre cette réflexion sur peut-on, lorsqu'on est confronté à des situations limites, et ça n'est pas, je pense que chacun d'entre nous a déjà rencontré des situations où il se pose, même si c'est pas facile à aborder cette question-là, la question de la transgression et de l'éthique de la transgression. D'un interdit, d'une norme, etc., de la loi en l'occurrence. Etc. Eh bien, pour moi, la condition qui pourrait conduire à cette transgression serait de médiatiser, mais pas au sens de la presse, mais de rendre visible le débat qui conduit à cela et les arguments qui conduisent. Et pourquoi pas demander le quitus d'un magistrat à ce moment-là pour agir contre quelque chose qui serait une norme qu'on ne veut pas déplacer.
Je suis en train de penser à ça, je vous en parle parce que, en réalité, c'est hier que j'ai écrit tout un texte en direction du CCNE pour le faire réfléchir là-dessus. Et ça m'intéresse d'avoir aussi votre avis là-dessus. Parce que je ne crois pas que nous pourrons... J'essaie de me situer hors de tout champ idéologique ou partisan dans mon propos, je pense que vous l'entendez bien. J'essaie d'avoir un principe de réalité qui fait qu'aujourd'hui, j'ai été très marqué. Alors peut-être est-ce ma subjectivité, c'est aussi pour ça que je vais la soumettre à autrui. J'ai été très marqué dans ma pratique assez récente par des situations de survie impensées en néonatologie, en particulier, ou avec ma collègue qui est responsable de l'équipe ressources socio-affectives pédiatriques. Il fallait que nous soyons tous les deux pour pouvoir investir ce champ de la transgression plus éthique que celui du respect de la loi. Hein, je pense en particulier à ces grands prémas qui sont en zone limite de viabilité, pour lesquels on ne sait pas s'ils vont pouvoir survivre sans séquelles ou pas, et au titre de cette incertitude, on met en œuvre ce qu'on appelle une réanimation d'attente, et lorsqu'il apparaît que la réanimation est insensée, au nom de la loi, on arrête ce qui est censé réanimer, et voici que ces grands prématurés, qui sont susceptibles de ne pas faire ce qu'ils vont faire, vivent. Ventilent spontanément alors qu'on pensait que leur défaut surfactant et qu'ils se mettent à tétouiller le sein de leur maman alors qu'on pensait qu'ils n'avaient pas de réflexe de succion puisqu'ils étaient Et qu'est-ce qu'ils font, hein, ces bébés? Ils font ce qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance quand j'ai lu Primo Levi. Ils mangent assez pour ne pas mourir, mais pas assez pour beaucoup souffrir. Et ils se cachectisent, vous imaginez la cachectisation d'un prématuré. Oui. Ils se cachectisent face à leur papa et leur maman qui se mettent à culpabiliser énormément. Donc je pense qu'il est légitime de transgresser dans certaines situations, et je pourrais vous raconter des histoires de transgression, et d'ailleurs je vais faire mieux que penser qu'on va les raconter, on va les raconter. Un des enjeux pour nous de la recherche, c'est de faire un travail descriptif et le plus exhaustif possible des situations où la question de la transgression éthique va se poser. C'est une façon pour nous d'éviter de réduire le débat à pour ou contre l'euthanasie. Je ne sais pas si mon propos est clair. Je pense qu'il y a quelque part une responsabilité à la médecine à aller vers ce qu'elle génère elle-même et à ne pas se cacher derrière la loi ou la morale pour aborder ces questions-là. Après, je crois que nous allons être amenés, peut-être d'ailleurs au sein du CCNE, même si le sentiment que j'ai est que la loi ne va pas bouger. Puisque là, ce dont il s'agit, c'est un projet de loi, et non pas une proposition de loi. Un projet de loi, c'est le gouvernement qui va proposer une loi modifiant les lois actuelles de bioéthique ou les lois relatives à l'éthique. Et dans l'état actuel des rencontres que j'ai pu avoir, des fois en haut lieu, le haut lieu étant parfois pas très haut d'ailleurs, je parle en termes de réflexion, hein, c'est pas parce que vous êtes en haut lieu qu'on y réfléchit beaucoup. Hein, le Parlement, par exemple, est un haut lieu de la non-réflexion parfois hein, sur ces questions éthiques. Alors, mais je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, hein, autant du point de vue du gouvernement, me semble-t-il, on est en train de marchander entre l'évolution de la PMA sociale contre... enfin, c'est de cet ordre-là. Hein. Je vous promets, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément au lieu. Je ne crois pas que les choses changeront, mais ce n'est pas parce qu'elles ne changent pas aujourd'hui qu'elles ne changeront pas demain. Comme tu le disais tout à l'heure, des propositions, enfin des projets de loi qui viendront du Parlement peuvent être mises dans des niches parlementaires, et on le voit bien, c'est comme ça qu'on débouche à la proposition qui a été faite par notre confrère Jean-Louis Touraine. Entre parenthèses, je crois que je n'ai pas fermé toutes les parenthèses que j'ai ouvertes, mais c'est pas grave, j'en ouvre encore une. Entre parenthèses, Jean-Louis Touraine ne s'emmerde pas. Jean-Louis Touraine, c'est ce professeur de médecine, député, qui a donc fait ce manifeste des 150 députés favorables à 156. Il a fait ce séminaire, ce manifeste, 5 jours après qu'on l'ait rencontré avec le président de la République sur ces questions de fin de vie. Ou, quand la parole m'a été donnée, je l'ai prise largement pour dire que j'étais très heureux que dans notre démocratie, on prenne le temps de discuter avant de proposer. Le lendemain, en tant que représentant de la démocratie, il proposait quelque chose.
Et alors, c'est pas seulement ça qui m'a fait sortir de mes gonds, c'est quand j'ai lu l'édition. Il y cite des chiffres d'une étude dont je suis l'auteur. L'étude de l'INED, hein, je suis chercheur associé à l'INED. Et on a donc travaillé il y a quelques années sur l'enquête fin de vie, et par extrapolation, on peut, mais alors vraiment c'est une extrapolation, chiffrer la réalité des pratiques euthanasiques dans notre pays où c'est illégal. Il cite un chiffre. 4000 euthanasies, je crois, dans son papier. Qui m'a amené à reprendre quand même le papier que j'avais coordonné, et je ne tombe quand même pas sur le même chiffre. Donc je lui ai écrit à titre privé une lettre en l'enjoignant, au nom de sa compétence médicale et de la rigueur qu'un professeur de médecine doit avoir, de n'affirmer des chiffres que lorsqu'on peut les prouver, et je lui prouvais que les chiffres qu'il affirmait étaient faux. Et que s'il ne faisait pas cette démarche, j'avais déjà prévu, je te le dis, de livrer au journal, je ne sais plus quel, j'étais auditionné par une revue en disant que, attention aux députés qui disent des conneries. Enfin, je le dis autrement, mais je trouve ça très pervers, cette démarche. Hein. S'appuyer sur la science pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, mais pour être une fausse garantie. Hein, je finirai par vous parler de la recherche, dont effectivement, je suis aujourd'hui convaincu que c'est ce qu'il faut développer. Mais attention à ce qu'on ne fasse pas dire à la recherche ce qu'elle ne dit pas, parce que ça, c'est de la haute trahison. Voilà, je pense, je ferme alors cette fois la parenthèse pour vous dire que ça n'est pas parce qu'on ne le souhaiterait pas, ou qu'on le souhaiterait, je ne sais rien, qu'il ne faut pas continuer à débattre et à argumenter sur la question de l'euthanasie et de l'assistance au suicide. Je vous renvoie à l'avis 121 du CCNE, dans lequel on distingue quand même de façon très explicite la question de l'assistance au suicide, qui consiste à rendre moins difficile l'accès à la possibilité de suicide pour une personne. On distingue bien cela du fait d'euthanasier quelqu'un qui le demande. Hein. Le point commun, c'est que c'est des personnes qui demandent. Est-ce qu'elles le souhaitent? C'est autre chose à mourir. C'est là qu'est toute la nuance. Mais où, finalement, dans l'euthanasie, on me dit un tiers. Un tiers qui n'est pas du tout neutre. Donc il y a une sacrée différence à réfléchir sur l'assistance au suicide et sur la question de l'euthanasie. Dans cet avis 121 que vous pouvez relire, on en arrivait à dire que intellectuellement, la question de l'assistance au suicide est quelque chose qu'il faut entendre, qui est intéressant. On s'appuyait beaucoup sur les études menées depuis 1982 dans l'Oregon, qui montrent que l'assistance au suicide y est dépénalisée depuis donc cette période-là, et qu'il n'y a pas eu d'augmentation significative du suicide, que sur 100 personnes qui peuvent avoir accès à l'assistance au suicide, c'est-à-dire des personnes dont on estime qu'elles ont une espérance de vie limitée à 6 mois, peut-être non. Non, c'est toujours pour le temps. Hein. Sur 100 personnes pour qui l'assistance au suicide est une possibilité, un peu moins de 50 vont se procurer le produit pour se suicider, et un tiers de ces 50 absorbent ce produit. Mais l'ensemble des personnes trouvent que c'est rassurant de savoir qu'ils peuvent le faire. Je ne sais pas si c'est bien. Donc, ceci, intellectuellement, nous a intéressés. Avec Didier Sicard, on est allé même en Oregon pour aller discuter avec les gens qui... Et puis, voici que je me suis, alors à la faveur des travaux de l'Observatoire, et puis récemment de travaux que je mène dans le cadre d'un avis que j'ai rendu d'ailleurs sur la fin de la vie des personnes âgées. Moi, d'ailleurs, on va les publier dans la revue. Je me suis beaucoup intéressé aux chiffres des suicides des personnes âgées. Et très honnêtement, je n'étais pas du tout dans cette connaissance-là, mais j'ai été extrêmement choqué de voir que les personnes âgées en France se suicidaient massivement plus que les personnes âgées dans les autres pays d'Europe, et qu'elles se suicidaient étrangement autour des décisions d'institutionnalisation. Et je parle des suicides comptabilisés. Je ne parle pas des gens qui se laissent mourir une fois qu'ils sont institutionnalisés et dont on commence à trouver que ça fait beaucoup. D'où aussi l'avis que nous voulons sortir, disant qu'il faudra probablement qu'avant toute législation dont on pourrait penser qu'elle serait une évolution et un progrès, le gouvernement se penche sur une politique qui est destinée à accompagner les personnes les plus en situation de vulnérabilité,
permettre à quelqu'un qui ne souhaite pas finir son existence dans un EHPAD, c'est probablement un service à lui rendre. Qu'est-ce qui fait qu'au motif de la sécurité, on a fini par concentrer les personnes âgées entre elles en les privant de leur liberté? Il n'y a aucun soubassement éthique à cette politique, et d'où cet avis que vous pouvez lire, qui est l'avis 128, qui est sorti il y a un mois, qui est un véritable plaidoyer contre la politique actuelle d'accompagnement ou de non-accompagnement d'une forme de vieillissement qui est le plus vulnérable. C'est la même chose pour les soins palliatifs. Et je pense que les sirènes de l'assistance au suicide attendront que les personnes n'aient plus envie de se suicider. Je ne sais pas si mon propos est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on dépénalise le suicide, on va avoir plein de candidats, puisqu'il y a plein de gens qui se suicident déjà. Ce sera plus facile de se suicider. Aujourd'hui, il faut que nous ayons autre chose à dire aux gens que finalement ils peuvent avoir accès au suicide. C'est une position, vous voyez, à titre personnel, la question de l'assistance au suicide, sur un plan intellectuel, me convient. Moi, c'est quelque chose que qui ne me choque pas. Mais à titre de la responsabilité collective que nous avons tous, je crois qu'il faut faire très attention à cela. Je termine juste là-dessus parce que d'autres travaux viennent croiser ce propos que je vous tiens. C'est les travaux que nous allons, alors, pour le coup, rendre publics dans l'année. Là, je termine avec l'équipe de recherche que je dirige un travail sur l'analyse qualitative des demandes d'euthanasie. On est quand même extrêmement choqués. On a mené des entretiens avec des gens qui demandent de voir, et que particulièrement chez les personnes âgées, mais pas que. Un des motifs croissants de demande à mourir est ce qu'on appelle, nous, le sentiment d'indignité, c'est-à-dire le sentiment d'être en trop, le sentiment de coûter cher, le sentiment de peser pour ses proches, le sentiment d'être inutile. Je reviens, je boucle la boucle avec mon propos initial, notre société qui survalorise l'utilitarisme autour de la valorisation de l'action, eh bien, il y a des gens qui, parce qu'ils sont vieux, ne sont même pas malades, parce qu'ils sont tout vieux, avec une perte de leur indépendance, on arrive à se dire qu'il serait mieux mort. Je crois que ça ne serait pas à l'honneur de notre société de renvoyer, ce serait à l'honneur de notre société, pardon, de renvoyer autre chose que cette image du vieux. Le vieux est quelqu'un d'utile, ne serait-ce que parce qu'il est vieux. Et que parce qu'il est vieux et qu'il se montre à nous, il nous rappelle que nous allons le devenir. Le grand malade, celui qui va mourir, est utile parce qu'il nous appelle à réfléchir à notre propre relativité. Ça, c'est un utilitarisme qui n'est pas du même ordre que celui auquel on fait référence dans nos sociétés modernes. Donc je pense qu'il va falloir argumenter sur les prérequis ou le préalable à toute évolution de la loi dans ce registre. Que la médecine arrête de fabriquer des situations insensées, que nous accompagnions les personnes en situation de vulnérabilité. On ne peut pas être dans le constat qu'on a un vieillissement inédit dans notre société et qu'on a, comme jamais on en a eu, de personnes qui présentent des troubles de l'autonomie et de l'indépendance, et ne pas réfléchir à ce que vivre dans une société qui se respecte signifie pour vis-à-vis de ces personnes. Une société moderne et démocratique s'honore quand elle a une politique qui privilégie les plus vulnérables. C'est un appel à des nouvelles formes de solidarité, ça me semble très clair. On n'est pas loin de la sédation, qui est parfois le moyen d'escamoter cette question que je viens d'essayer de développer pour vous, c'est-à-dire le besoin de formes de solidarité. Donc je crois qu'il est extrêmement important qu'on développe ça. Je finis un instant, si vous permettez, pour vous dire que je pense qu'il y a deux leviers qui ne coûtent pas cher et qu'il faut absolument qu'on développe et qui feront probablement l'objet d'une suite au programme actuel de soins palliatifs. Très probablement, il n'y aura pas un plan, parce que le mot plan, c'est comme le mot réseau. Il y a des mots comme ça qui sont très à la mode, puis qui passent de mode. Le mot plan est en train de passer de mode. Probablement parce que derrière le mot plan, il y a le mot budget. Et que du coup, il vaut mieux un autre mot comme ça évitera d'avoir un budget. Vincent Morel, qui œuvre admirablement à l'animation de l'actuel plan de développement soins palliatifs, estime que pratiquement l'ensemble des mesures qui sont prévues dans ce plan sont mises en œuvre, mais qu'aucune n'a fait l'objet d'une évaluation, qu'il est beaucoup trop tôt pour en mesurer l'impact, et surtout, nous commençons
et nous en avions parlé, je crois, ensemble il y a quelques temps, a pensé qu'il est absolument nécessaire de maintenir un suivi des actions qui sont engagées, et ce, sur quelque chose qui dépasse le mandat électoral de nos élus. C'est-à-dire qu'il faut, pendant une décennie, regarder ce qui se passe autour de ce que l'on a contribué à faire, des unités, des équipes mobiles, etc. Et pendant ce temps-là, il faut qu'on surinvestisse la formation et la recherche. Hein, nous manquons, alors, vraiment, tiens, la sédation. Mais sur quelle recherche s'appuie-t-on pour en arriver à mettre ça dans la loi, d'ailleurs, aucune, très peu de travaux de recherche. Nous sommes en train, avec notre équipe de neurosciences, de travailler sur l'élaboration d'un protocole, ce qui est déjà, à mon avis, très compliqué, qui nous permettrait d'appréhender ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qu'on sédate et dont on dit que sous sédation profonde et continue, ça va nettement mieux. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est pas toujours vrai. Ce qui est probablement pas vrai, puis le simple fait de douter que cela soit vrai signifierait qu'on éteint les manifestations d'une souffrance plutôt que la souffrance qu'on prétend atteindre. Mais alors, nous serions des apprentis sorciers. Hein. Il faut que nous fassions très attention. Et continuer à discuter sans chercher à développer la recherche, c'est à mon avis aussi quelque chose. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan, je suis chargé de cette mission sur tous les aspects universitaires, etc., nous avons tenu à développer et à faire financer, très récemment, une plateforme collaborative de recherche qui va réunir près de 60 équipes de recherche qui ont été explorées en France, aussi bien dans le champ des sciences humaines et sociales que dans le champ de la médecine. Ça va d'équipes de neurosciences jusqu'à des équipes de recherche. Enfin, je fais comme ça, en philosophie. Mais, les uns nourrissant les autres. Notre objectif est de faire se rencontrer ces équipes. Et puis surtout, pour nous, tu le sais bien aussi, ça a été mettre en place une filière universitaire, mettre en place une formation à la recherche. Je dirige un master de formation à la recherche sur les questions, parce que si on n'a pas de chercheurs, on peut appeler de nos voeux, il faut la faire, la recherche. Les sujets ne manquent pas, et il faut arrêter là aussi de mettre des fausses hiérarchies. D'ailleurs, ce master 2 de recherche, il est ouvert à des médecins, à des psychologues, à des infirmières, à tous ceux qui peuvent contribuer à intégrer les futures équipes de recherche interdisciplinaires. La recherche de demain, c'est une recherche qui mélangera des médecins, des psychologues, des philosophes, des infirmières, etc. Enfin, ça me semble une évidence pour aborder des questions comme celles qu'on doit aborder. Donc on est en train de mettre en place tout ça. On a un financement pour 3 ans. La Fondation de France va nous soutenir. Probablement l'Institut national du cancer également, dont je vois le président dans 15 jours. Et nous